Vous regardez New Info, merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat a officiellement publié le chronogramme des élections générales de 2026. Les Béninois sont appelés aux urnes en janvier pour les législatives et en avril 2026 pour l'élection présidentielle. Un calendrier serré mais clair qui donne le top départ de la bataille électorale. Si le parti Les Démocrates est absent pour la présidentielle, il participera bel et bien aux élections législatives dans le pays. Nourdine Didialo, bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir Charlotte Guézéré, merci pour votre invitation. Et avec vous, on va donc aborder ce sujet. La Sénat qui a publié au Bénin le chronogramme des élections générales de 2026. Quelle est votre première lecture de ce calendrier ? Non, à ce sujet, je ne pense pas qu'il y ait un commentaire particulier. C'est le calendrier électoral préétabli, connu d'avance, qui est en cours de déroulement. Donc, il n'y a pas... 2026, c'est une année des élections générales au Bénin. Et donc, les élections vont se dérouler conformément au calendrier qui est connu de tous. Maintenant... En même temps, pour certains acteurs, pour trois scrutins différents, c'est quand même serré au niveau des dates. Oui, c'est vrai, c'est serré au niveau des dates, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que après ces élections, la nouvelle constitution va entrer en vigueur. En fait, la constitution révisée, elle va entrer en vigueur, et puis ce sera une nouvelle expérience démocratique pour les Béninois. Et selon vous, pour ceux qui pensent quand même que le calendrier reste serré, quels sont les principaux défis peut-être logistiques et organisationnels liés à cet agenda ? Oui, vous avez tout à fait raison. 3 élections à l'intervalle de quelques semaines, effectivement, cela représente un défi logistique énorme. Mais il faut dire que ce n'est pas pour la première fois que le Bénin expérimente des élections générales. Hein. Le pays a déjà eu à organiser de par le passé quelques élections générales à peu près dans un calendrier aussi serré. Donc je pense que le Bénin a de l'expérience en cette matière. Le Bénin dispose des moyens financiers, techniques, matériels et même professionnels pour des élections apaisées et pour faire aussi des élections, disons, des élections bien organisées, tout simplement. Mais au niveau des électeurs, qu'est-ce que cela peut impliquer ? Ah non, pour les électeurs, c'est sûr que c'est un défi aussi, parce qu'ils seront sollicités plusieurs fois à l'intervalle de quelques semaines, comme je le dis. Et donc, pour ceux qui sont déterminés à accomplir leur vote, à apporter leur suffrage, c'est sûr que, d'ailleurs même c'est un acte citoyen le vote. Donc, les Béninois doivent aller voter, même si les candidats des démocrates ne sont pas présents pour l'élection présidentielle et communale. Et pour les communales, je pense que les citoyens devront aller malgré tout, soit exprimer, porter leur choix sur tel ou tel bulletin, ou alors tout simplement s'abstenir. Ils ont aussi ce droit-là. Est-ce que vous pensez que dans le Bénin d'aujourd'hui, il serait nécessaire de sensibiliser les électeurs autour de justement le rythme que vont connaître ces élections ? Bon, présentement, disons les cadres ou les acteurs politiques, surtout du monde, surtout du camp de la mouvance présidentielle, beaucoup sont sur le terrain en ce moment pour expliquer le bien fondé de la révision de la Constitution et pour laquelle la population n'a pas été associée dès le début. Donc je suppose qu'ils profiteront également pour inviter les Béninois à sortir pour aller voter, parce que là, il faut le dire, hein, le taux d'abstention pourrait battre le record, vu que l'opposition n'est pas représentée et vu aussi que la Constitution a été révisée de cette façon sans débat préalable. Donc je suppose qu'ils vont sur le terrain, pas seulement pour expliquer pourquoi ils ont voté comme ça cette révision, ils ont accordé des rallonges au mandat des élus sans consulter le peuple. Donc j'imagine qu'ils vont également travailler à ce que le taux d'abstention ne soit pas aussi criard, que ça ne soit pas vraiment saisissant ou cristallisant. Et le parti, les démocrates, participera aux élections législatives, mais pas à la présidentielle, c'est déjà connu de tous. Mais comment interprétez-vous cette double posture et quelles pourraient être les conséquences pour l'équilibre politique dans le pays ?
Non, les partis, les démocrates sont présents, les candidats démocrates sont présents à l'élection législative. Tout le monde a vu dans quelles conditions le dossier, le duo des démocrates a été rejeté pour la présidentielle. Et on a vu aussi comment ça s'est passé pour le dépôt des dossiers pour les communales. Je pense que c'est un grand défi. Et c'est la seule élection pour laquelle les démocrates prennent part. Donc c'est un défi d'abord pour le parti, dans le contexte où d'abord il faut noter que c'est la seule élection dans laquelle ils prennent part, mais aussi dans un contexte où on a eu à assister à des défections. Il y a eu des députés, rappelez-vous du tristement célèbre Michel Sodinou, qui de par la rétention de son parrainage a fait que le parti n'a pas pu se présenter à l'élection présidentielle. Et à la suite de cela, 5 autres députés sont partis. Et dans ce contexte, les démissionnaires des partis, les démocrates, se sont retrouvés sur les listes de la mouvance présidentielle, alors même qu'à l'Assemblée nationale, ils ont voté pour la révision de la Constitution. Certainement qu'ils sont représentés, ils sont récompensés. Mais pourtant, on sait que quand ils ont quitté, ils ne sont pas allés directement dans les autres partis. Ils se sont présentés comme des non-inscrits à l'Assemblée nationale. Donc, dans ce contexte, il va falloir pour les démocrates de se réorganiser et d'investir le terrain et d'aller à la rencontre des Béninois. Et justement, est-ce que vous pensez que ces événements récents peuvent avoir un impact sur la mobilisation autour des démocrates pour les législatives à venir? Oui, en principe, dans ces conditions, puisqu'ils sont présents pour l'élection, ils sont en liste pour l'élection législative, en principe, c'est une formidable occasion pour les démocrates de retourner voir les Béninois sur le terrain et d'expliquer et de passer les messages qu'il faut pour pouvoir mobiliser. Parce que là et renforcer la confiance, parce que là, quand même, beaucoup de lecteurs ou de supporters sont quand même découragés ou tout simplement ne voient plus l'intérêt de prendre part donc au scrutin. Donc à partir de ce moment, je crois que c'est une situation difficile pour les démocrates, mais ça pourrait être aussi un moyen pour eux de susciter une forte adhésion et la compassion même des électeurs. Donc c'est à eux maintenant de jouer. Parlons justement des candidatures pour la présidentielle surtout. Le duo pour le camp, la mouvance présidentielle est connu. De l'autre côté, le duo n'est pas très connu. Est-ce une impression ou sinon, qui sont-ils vraiment? Oui, c'est normal que beaucoup aient cette impression. Romuald Wadagni, c'est un expert comptable aguerri qui a fait sa preuve à l'international. En plus, il vient de passer 10 ans avec le président le président Patrice Talon, en tant que ministre des Finances, ministre d'État chargé des Finances. Donc, il est très présent toujours en exercice. Toujours en exercice d'ailleurs. Donc, il est très présent dans l'action gouvernementale. Donc, lui, il est connu par rapport. On ne le présente plus. Sa colistière, Madame Mariama Tchabitalata, elle est également vice-présidente sortante, oui, mais qui se présente au même poste en tant que colistière de Romuald Wadagni. Elle, c'est une enseignante, une philosophe de formation et qui a enseigné la philosophie dans le nord du Bénin. Donc, elle est issue du monde du corps professoral. Mais le deuxième duo qui est représenté, c'est Paul Hunkwe et Judikaël Hunwanou. Paul Hunkwe, c'est aussi un enseignant, je crois un instituteur, qui lui est déjà connu depuis longtemps dans le paysage politique puisqu'il a été ministre sous le président Yahi Boni. Mais par contre, Judikaël Hunwanou, qui est son colistier, lui non plus n'est pas un célèbre inconnu au Bénin, pas du tout, on peut avoir cette impression. Mais de par son métier de journaliste et de directeur général du quotidien L'Informateur, c'est quelqu'un qui est très connu également. Donc ça veut dire que c'est un professionnel du monde des médias qui est là maintenant candidat sur la liste des FCBE. Donc sa proximité, en tant qu'analyste politique, sa proximité avec toutes les couches sociales et professionnelles du Bénin fait de lui quelqu'un qui connaît très bien le Bénin, qui connaît
qui connaît les plaintes et qui connaît les exigences et qui sait aussi quelles sont les vraies préoccupations des Béninois. Donc je pense qu'il n'est pas un simple accompagnateur, de mon point de vue, c'est quelqu'un qui effectivement, de par sa qualité d'analyste politique, peut apporter un plus, d'abord pour le parti, mais aussi à la future mouvance présidentielle, parce que n'oubliez pas que les FCBE et les partis au pouvoir ont signé un accord de gouvernance. Donc, de ce point de vue, alors ce candidat, ce colistier de Paul Houmpoué n'est pas du tout en tant qu'analyste politique, justement, aussi, comment pensez-vous que ce duo devrait travailler à renforcer leur notoriété aussi à la veille de la présidentielle? Non, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas des célèbres inconnus. C'est des gens qui sont tout à fait connus. Maintenant, on sait que le vote, l'issue du scrutin présidentiel est connue d'avance. Tout le monde sait que là, on a en face Romuald Waragni qui clairement, tout est clair qu'il se retrouve désormais sur une autoroute, une double voie, sans péage, et qu'il va se retrouver forcément au palais de la Marina en remplacement du président Patrice Talon. Mais je pense que ici, le cas de Judicaël Huanou est saisissant dans la mesure où, à partir de son expérience d'analyste, il peut apporter un plus à la mouvance présidentielle, comme je suis en train de le dire. Donc, je pense que si à la fin du scrutin, si les cartes sont redistribuées, s'il est écouté, il peut vraiment beaucoup apporter en termes de conseils, en termes d'expertise et aussi en termes évidemment d'information, parce que c'est quelqu'un qui vit au cœur de l'information à travers son métier d'analyste politique. Le Bénin vient donc de connaître une modification de la Constitution. Est-ce que les préparatifs de ces élections générales à venir ne sont-ils pas quelque part paralysés par cette Constitution modifiée? Non, la Constitution modifiée n'a pas de rapport, parce que elle entre en vigueur après les élections générales. Donc, mais ça alimente quand même un sentiment de frustration et d'exclusion qui vient s'ajouter déjà au dépôt de frustration que connaît le pays après donc l'exclusion des démocrates, des présidentielles et aussi des municipales. Donc maintenant, tout dépend. Comme je vous l'ai dit, sur le terrain maintenant, on assiste quand même à des gens qui sont partis expliquer évidemment pourquoi cette révision. Donc je crois que derrière cette descente sur le terrain, avant même la campagne, va participer certainement pour eux à travailler déjà le terrain. Les démocrates sont donc hors circuit, mais quelles sont les autres absences majeures pour ces élections à venir? En tout cas, des deux côtés, de toutes les façons, il y a des changements majeurs. Hein. Et si vous prenez la mouvance présidentielle, par exemple, il y a des grands noms qui sont désormais absents de la liste. Pour les législatives, vous avez quelqu'un comme Charles Tokor, un éminent journaliste qui est entré en politique, qui n'est pas le seul. Il y a aussi Malik Gomina, qui était resté directeur général de la chaîne de télévision Canal 3, qui s'est retrouvé à l'Assemblée nationale lorsque le président Talon a pris le pouvoir. Il y a Charles Tokor, je le disais. Il y a également des noms comme le tonitruand, l'ancien tonitruand député Rachidi Baramassi. Et ces grands noms ne sont pas sur la liste. Il y a également Sam Adambik. Ces noms ne figurent pas sur la liste électorale. Mais beaucoup d'analystes pensent que c'est des gens qui ont été tout simplement punis pour leur proximité, peut-être leur présumée proximité avec Olivier Bokor qui s'est retrouvé en difficulté, qui est même en prison et on sait pourquoi. Et on pense aussi qu'en 2019, lorsque le président Talon avait voulu déjà à l'époque réviser la Constitution, ça a échoué. Et on pense que ce sont ces noms-là qui ont empêché que la Constitution soit révisée depuis 2019. Mais c'est des allégations. On n'a pas une preuve approfondie donc, de ces allégations. Maintenant, il y a ceux qui sont restés, les fidèles des fidèles. Il y a le président de l'Assemblée lui-même. Il y a Abdoulaye Biochane qui est ministre d'État chargé du plan.
Il y a Armand Gansé, qui est, lui, un député très connu aussi, mais qui, lui, est considéré comme aussi un fidèle des fidèles, Armand Gansé, au président Talon. Donc, et de l'autre côté des démocrates, vous avez Éric Houndété qui est absent. Donc, en tant que premier vice-président du parti Les Démocrates. Des démocrates. Voilà, donc je crois qu'il y a aussi Nouréni Achadé aussi qui n'est pas présent. Il y a beaucoup d'autres noms aussi qui ne sont pas présents. Donc il y a eu quand même les grands ténors, il y a des grandes figures de part et d'autre qui aujourd'hui ne sont pas sur la liste. Et les partis autorisés à compétir donc sortent déjà la liste de leurs candidats. Mais comment la Sénat peut-elle garantir la transparence et la confiance du public dans ce processus qui s'annonce très, très dense? Ah oui, c'est vrai que le président de la Sénat, Saka Lafia, il est un proche des proches du président de la République, Patrice Talon. Mais je ne pense pas que cela peut être un prétexte pour lui pour ne pas organiser des élections crédibles, pas du tout. Je crois que la crédibilité de des élections, c'est une responsabilité partagée. C'est-à-dire que les partis qui prennent part à ce scrutin doivent surveiller le vote et doivent déployer des personnels sur le terrain pour assister à tout le processus, et être sûr que les urnes sont bien vides dès le départ, que les urnes ne sont pas bourrées, et rester jusqu'à la fin, suivre le décompte et compiler les résultats, les comparer avec ceux de la Sénat. Donc je pense que dans un scrutin comme ça, il appartient aux partis politiques d'être plus vigilants que d'habitude et de surveiller et de ne pas se faire harakiri. Donc c'est très important. Donc je ne pense pas que la proximité de Saka Lafia avec Patrice Talon lui donnerait un atout quelconque pour pouvoir. Je crois que tout ce qui peut se faire a été fait avant les élections. Vous savez que l'Afrique a évolué. Hein. Avant, on truquait les élections. Et ça peut finir dans une crise et puis ça peut finir aussi à la CPI. Mais maintenant, les gens savent s'y prendre. C'est-à-dire que dès le début, on exclut habilement en instrumentalisant les lois pour mettre certains candidats hors jeu. Et là, c'est plus simple. Donc le vote, ça donnera ce que ça donnera et puis il n'y a plus de problème sur le comptage du vote. En janvier, donc, les élections législatives au Bénin, les spécimens sont déjà disponibles. Mais quels sont les grands enjeux, surtout pour les partis dans la constitution de leur candidature, notamment dans la tenue en termes de représentativité et de renouvellement? Oui, pour la représentativité, je crois qu'il faut peut-être penser au code électoral qui exige d'avoir donc 20% dans chaque circonscription électorale au Bénin pour que les listes soient validées en ce qui concerne quand même les législatives. Et pour les partis qui ont un accord de gouvernance, je crois que c'est à partir de 10% que les résultats peuvent être compilés. Voilà pourquoi d'ailleurs je pense que le président Talon lui-même dans une de ses sorties avait conseillé aux partis de se regrouper pour pouvoir atteindre donc ce taux, les 20%. Donc c'est vrai que beaucoup d'analystes voient les 20% comme un réel défi. Parce qu'un parti qui n'a pas pu réunir les 20%, c'est difficile. Donc ça crée un problème en termes de représentativité. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que on a vu quand même que essentiellement sur la liste des partis de la mouvance, il y a quand même que beaucoup de députés sont récompensés, ont été reconduits à cause de leur fidélité, à cause de leur soutien sans faille au système. Et donc, vous avez vu aussi que même les députés démissionnaires de chez les démocrates se sont retrouvés de l'autre côté sur la liste. Alors qu'on vient de voter une constitution dans laquelle il est écrit que tout député qui démissionne de son parti perd automatiquement sa place à l'Assemblée nationale. Bon, on me dira que la constitution là va prendre effet après les élections, c'est vrai. Mais il y a quand même un problème éthique. Parce que Michel Sodinou et consorts qui ont mis le parti dans cet état
ont tout simplement été récompensés de l'autre côté. Ça pose un problème éthique et ça pose la question de quelle valeur est-ce qu'on veut transmettre réellement à la population, surtout à la population jeune. Est-ce qu'on veut faire la promotion des médiocres? Est-ce qu'on veut faire on apprend aux gens à ne pas tenir parole dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'on apprend aux gens à récompenser les balances, les traites, etc.? Donc je pense que le monde politique devrait être, à mon avis, le lieu où on met en avant l'éthique, le lieu où on met en avant la parole, le respect de la parole donnée, le lieu où est banni le gangstérisme. Vous voyez, par exemple, le Bénin a fait une chose formidable. Vous craignez pour le mode de gouvernance dans ces Absolument, conditions? la moralisation de la vie publique et même de la gouvernance politique. Le Bénin a créé la criette et tous les jours, il y a des criminels économiques et même les gaïmans qui passent tous les jours devant la criette pour y être jugés. Alors que ce qu'on a vu Sodinou, Michel et consorts faire là, c'est carrément du gaï politique, entre guillemets. Malheureusement que le gaï politique, il n'y a pas une criette pour ça au Bénin. Donc je pense que, pas seulement au Bénin, mais en Afrique tout entière, on devrait commencer à récompenser des gens qui ont une certaine éthique, à promouvoir l'éthique dans la politique, à promouvoir le respect de la parole donnée. Je pense que ça va travailler sur la population et surtout la population jeune, à savoir qu'effectivement, on doit être digne quand on donne sa parole, il faut la respecter. Au cas où on ne peut pas la respecter, il doit avoir vraiment des mobiles sérieux. Et les scrutins de 2026 au Bénin débuteront par les législatives en janvier. En quoi la configuration issue de ces législatives pourrait avoir influencé directement ou indirectement la présidentielle d'avril? Non, je crois simplement qu'on s'achemine au Bénin là vers une situation où il n'y a pas un lien direct entre les deux élections en tant que telles, parce que on l'a dit tout à l'heure, le Romiad Wadani sera le prochain président. C'est presque une certitude métaphysique. Voilà, parce que tout a été organisé pour. Je l'ai dit pour vous, il n'y a non, il n'y a pas, il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de suspense à ce niveau. Il n'y a pas de suspense pour les élections présidentielles. Mais là où quelque chose peut se passer, c'est au niveau des législatives. Parce que là, l'opposition est représentée. Les partis, les candidats des démocrates sont bien présents. On verra bien comment les Béninois vont réagir. Est-ce qu'ils vont décider ou est-ce qu'ils vont voter majoritairement pour les députés de l'opposition pour qu'ils soient fortement représentés à l'Assemblée nationale? On verra bien. Mais encore une fois, vous savez que le vote, c'est bien, mais c'est celui qui compte aussi le vote sur qui il faut vraiment compter pour un travail bien fait. Voilà d'où ma question à l'issue des élections de 2026. Quels sont les scénarios possibles sur la scène politique béninoise? Non, là, la mouvance sortira juste renforcée. La mouvance sortira renforcée. Et sauf une nouveauté, comme je l'ai dit tantôt, si les Béninois décident de produire un miracle avec la liste des démocrates. Donc il y a ce cas de figure qui est peu probable, mais on verra quand même que avec la nouvelle constitution, déjà il est écrit dedans qu'il n'y aura plus de critique politique ni même de compétition politique pendant désormais 6 ans. Et que c'est à partir de la 7e année que les gens peuvent... Et autre nouveauté également, c'est l'installation du Sénat. Donc on peut avoir un scénario où le sentiment d'exclusion va s'approfondir. On aura certainement un scénario où la mouvance présidentielle qui est là va se renforcer davantage. Mais on peut également avoir un scénario où les Béninois vont peut-être décider d'aller vers des solutions peu recommandées pour reprendre le pays en main. Et ce qui est également peu probable à mon avis. Donc l'un dans l'autre, la mouvance elle va se renforcer, ça c'est clair. Et les démocrates, s'ils ne travaillent pas bien sur le terrain, ils seront
encore une fois davantage effacé de la scène politique. Et on risque d'acheminer vers une sorte de politique à sens unique. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Noureddine Didier Allo, je rappelle que vous êtes le directeur général d'AfricaDev. C'est moi qui vous remercie. Merci. À vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.